volé de 55 missiles de croisière ainsi que d'autres armements. L'armée affirme que les attaques de lundi ont touché des cibles civiles. Le conseiller présidentiel ukrainien a décrit les frappes comme l'une des plus importantes depuis le début de la guerre en février. Les responsables affirment que les frappes ont laissé des centaines de régions à travers l'Ukraine sans électricité. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'attaque était une réponse partielle aux frappes de drones sur la flotte de la mer Noire du pays. Poutine dit que la Russie aurait pu faire plus. Poutine a blâmé l'Ukraine pour les attaques qui ont poussé Moscou à suspendre un accord autorisant les exportations de céréales ukrainiennes malgré la guerre. Le président russe appelle l'Ukraine à garantir la sécurité du trafic en mer Noire après que Moscou a suspendu sa participation à un accord d'expédition de céréales négocié par l'ONU. Vladimir Poutine a accusé Kiev d'avoir utilisé le corridor maritime pour attaquer la flotte russe de Crimée. Le ministère russe de la Défense a également appelé l'ONU à obtenir les garanties requises de l'Ukraine. Moscou affirme que la décision d'arrêter la mise en œuvre de l'accord a été motivée par une attaque de drones ukrainiens contre des navires russes en Crimée. Kiev a rejeté l'allégation comme un faux prétexte. La décision de la Russie a provoqué la colère des alliés occidentaux de l'Ukraine. Les États-Unis ont qualifié cette décision de pur outrage. De plus, l'Union européenne et l'OTAN ont demandé à la Russie de revenir sur sa décision. L'alliance militaire occidentale a exhorté la Russie à cesser d'utiliser la nourriture comme arme. La guerre en Ukraine accentue les évolutions géopolitiques en cours dans le monde et dans la région. Depuis l'annonce de l'invasion russe en Ukraine, de nombreux pays du Moyen-Orient traditionnellement alliés aux États-Unis ont décidé d'adopter des positions conciliantes vis-à-vis de la Russie. La dernière décision de l'OPEP+ de réduire sa production de pétrole semble s'inscrire dans cette dynamique. Mis à part la Russie qui soutient pleinement la politique de Vladimir Poutine, le Moyen-Orient se distingue par son jeu d'équilibrisme entre les deux camps. Il est clair aujourd'hui que l'axe otano-kievien, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est bien l'axe otano-kievien qui est en guerre avec la Russie et non pas l'Ukraine avec la Russie. Aujourd'hui, l'OTAN mène une guerre totale à la Russie sur le plan militaire et aussi sur le plan économique. On a bien vu que sur le plan économique, ça n'a rien donné et les instigateurs des dites sanctions n'ont fait que sanctionner beaucoup plus eux-mêmes. Ils se sont créés d'énormes difficultés, notamment d'ordre économique. C'est d'autant plus visible en ce qui concerne les pays de l'Europe bruxelloise. Sur le plan militaire, certes, l'intervention de l'OTAN aux côtés du régime kievien et de ces éléments bandéristes a un peu ralenti l'opération, mais il n'empêche que l'opération se poursuit et la Russie continue d'avancer. On voit bien que dans le Donbass, la Russie continue d'être à l'offensive. Dans d'autres axes de l'opération, c'est pour le moment encore, en tout cas, sachant que la Russie vient seulement maintenant, tout récemment, de terminer la mobilisation partielle. Cela a été annoncé par le ministre russe de la Défense. Donc, sur certains axes, la Russie reste en mode défensif, mais elle tient bon, malgré toutes les nouvelles tentatives qui ont eu lieu de contre-offensive de l'axe otano-kievien, notamment dans la région de Kherson, ont été jusqu'à présent repoussées. Et on s'attend bien sûr à ce que la Russie, dans un avenir aussi proche que possible, y compris dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, repasse à l'offensive, y compris sur cet axe du front. Je parle de la partie sud du front plus exactement. Voilà, mais on voit bien qu'aujourd'hui, face justement aux échecs que subit cet axe otano-kievien, il privilégie les méthodes terroristes. On l'a vu récemment encore à travers les tentatives d'attaque avec drones vis-à-vis des navires stationnés à Sébastopol, en Crimée. Et la réaction russe, effectivement, a été claire. C'est-à-dire que la Russie a répondu en bombardant de nouveau les installations stratégiques énergétiques du régime kievien. Et on voit bien que la situation s'empire en ce sens pour le régime kievien. Et d'autre part, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est en train de se passer ne fait que confirmer ce que nous disions depuis déjà plusieurs mois, à savoir que la Russie, jusqu'à présent, a fait preuve d'une très grande retenue, même si le mainstream occidental, la propagande occidentale de manière générale, faisait en sorte de dire que non, ce n'est pas de la retenue, c'est juste que la Russie n'est pas capable, elle est en position de faiblesse, et que la Russie ne peut tout simplement pas se permettre de frapper plus fort qu'elle ne le fait. Eh bien, on a vu qu'elle est capable, largement capable, avec tout ce que cela implique. Malgré cela, je dirais que la Russie reste toujours dans la retenue.
parce qu'on voit bien que dans les frappes qui se sont accentuées, notamment qui visaient les installations énergétiques stratégiques du régime kievien, pratiquement sur toute l'étendue du territoire contrôlé par le régime kievien, on voit bien que cela ne fait pas de victimes civiles. Donc la Russie continue d'être très modérée dans ses frappes en évitant justement à ce que les civils soient touchés. C'est ce qui différencie énormément la Russie, l'approche russe avec l'axe otano-kievien qui, eux, visent spécifiquement les populations civiles, aussi bien dans le Donbass que dans les autres territoires qui ont été libérés. Je fais notamment allusion à la région de Kherson et à la région de Zaporozhye, qui maintenant sont devenus des territoires russes de manière officielle. Voilà, mais le fait est que on voit bien que l'axe otano-kievien se retrouve de plus en plus en difficulté, et je pense qu'aujourd'hui la Russie fait preuve de plus de fermeté, tout en continuant à maintenir une approche avec de la retenue pour éviter justement à ce qu'il y ait d'innombrables pertes civiles. Cet accord, c'est dans le domaine des céréales, était une pure arnaque occidentale, en partie sous couverture onusienne. C'est absolument évident. Pourquoi ? Parce que donc la suspension est due pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce corridor humanitaire qui a été créé spécifiquement pour laisser donc passer les céréales au départ des ports sous contrôle du régime kievien. Ce corridor a été utilisé lors de la récente attaque qui a visé justement les navires militaires russes stationnés en Crimée, dans le port de Sébastopol. Bon, cette attaque n'a rien apporté à ses instigateurs. On sait que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a été impliqué, en partie l'Italie aussi a été impliquée. Bon, en tout cas, ça confirme tout simplement une participation active de l'OTAN, encore une fois. Mais le fait est que c'est très révélateur. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, pourquoi je parle d'arnaque totale, c'est parce que, bon, déjà, l'arnaque est double, voire triple, tout simplement parce que, déjà, la propagande occidentale a créé une idée générale pour les gens qui ne maîtrisent pas ce sujet, comme quoi l'Ukraine serait prétendument irremplaçable sur le marché international du blé, ce qui est totalement faux, tout simplement parce que l'Ukraine n'est que le 5e exportateur mondial de blé à l'échelle internationale. Et c'est des statistiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas des derniers mois, cela date depuis plusieurs années. À la différence de la Russie, qui est largement le premier exportateur mondial de blé, mais aussi des engrais, très important pour l'agriculture, comme vous le savez, et cela également depuis plusieurs années, et en premier de loin. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première arnaque, parce que, effectivement, pour des personnes qui ne maîtrisent pas, je sais de quoi je parle, ces personnes pensaient effectivement que l'Ukraine est le premier exportateur international, d'où l'importance de permettre ces exportations. Et la deuxième partie de cette arnaque occidentale, c'est le fait d'avoir déclaré au départ que ce corridor se crée pour le bien des pays le plus dans le besoin, notamment donc, les pays africains ont été très souvent cités, que c'est pour eux que cela se fait. Et depuis que cet accord a eu lieu, la grande partie, la large partie des livraisons sont parties, non pas à destination des pays qui étaient mentionnés au départ, non pas des pays africains, c'est une minorité de fournitures qui sont parties vers ces pays-là, mais une grande partie est partie vers les ports européens de l'Europe bruxelloise. Donc ça confirme cette arnaque, et effectivement, compte tenu de tous ces faits, de toutes ces réalités, évidemment, je pense que dans la conjoncture actuelle, cet accord devait être suspendu, et je pense que la suspension par la Russie de cet accord est parfaitement justifiée. Il n'y a pas, quand en face nous avons des arnaqueurs complètement évidents, il ne sert à rien de maintenir cet accord. Quant aux pays qui ont besoin de blé, la Russie a été très claire par rapport à ça, en qualité justement de premier exportateur mondial des céréales et des engrais. Ces pays ont la possibilité aujourd'hui de traiter directement avec la Russie pour trouver les moyens et les mécanismes nécessaires à ce que donc, les produits concernés soient exportés à destination de ces pays, d'autant plus que nous avons reçu cette année une production record de blé, de céréales, et d'autre part, on n'a pas besoin d'intermédiaires arnaqueurs occidentaux pour cela. 3 nouveaux cargos chargés de céréales ont quitté le port de l'Ukraine mardi matin et se dirigent vers le corridor humanitaire en mer Noire, annoncé à la mi-journée le Centre de coordination conjoint GCC à Istanbul. Les mouvements de ces 3 bateaux ont été approuvés par les délégations ukrainiennes, turques et onusiennes. La délégation de Russie en a été informée
a précisé le GCC qui supervise à Istanbul les exportations de céréales ukrainiennes en vertu de l'accord international signé en juillet dernier. La Russie, qui a annoncé vendredi qu'elle suspendait sa participation à l'accord, a mis en garde lundi contre le danger de continuer la navigation le long du corridor sans son accord. Moscou, qui a dénoncé une frappe de drone en Crimée, exige que l'Ukraine garantisse la sécurité dans le couloir maritime. La Turquie et les Nations Unies s'efforcent de lever les objections russes. Le coordinateur de l'ONU pour l'initiative sur les céréales en mer Noire, Amir Abdullah, poursuit ses discussions avec les États concernés afin qu'ils reprennent leur pleine participation au GCC, indique le centre. La délégation russe avait annoncé samedi qu'elle ne participerait plus aux inspections de navires. Le GCC précise que malgré le retrait des inspecteurs russes, 46 bateaux ont pu être inspectés lundi et peuvent être autorisés à emprunter dans les deux sens le corridor en mer Noire. Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu se sont entretenus avec leurs homologues russes pour leur faire valoir l'importance du corridor en mer Noire pour le transport des céréales. L'accord international qui arrive à échéance le 19 novembre visait à permettre la reprise des exportations ukrainiennes pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique. Personne ne sera en mesure d'arrêter l'économie russe ou de saper la stabilité politique du pays, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov dans un message aux participants à une conférence des ressortissants russes en étranger. Selon lui, tout en tenant compte des actions destructrices de l'Occident, la Russie continue de suivre sa propre voie, quelles que soient les difficultés. Nous avons déjà été confrontés à des sanctions. L'expérience des dernières décennies nous aide à réussir à surmonter le défi, a noté le chef de la diplomatie russe. Lavrov a souligné que la Russie n'était pas isolée sur la scène internationale. Nous avons de nombreux amis dans le monde entier. Nous renforçons constamment les relations avec un large éventail de pays au sein de la CEI, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, a-t-il précisé. Le ministre russe des Affaires étrangères a également déclaré que Moscou ne cherchait pas à se couper de ses partenaires commerciaux en Europe et en Amérique du Nord. Cela n'a jamais été notre choix de couper des liens mutuellement bénéfiques, a-t-il conclu. L'Iran a imposé des